quelle est la différence qu'on peut faire entre le débat scientifique et le débat médiatique? Le débat scientifique, donc confrontation des thèses, ça veut dire que nous avons des positions qui ont été défendues par des analystes, des chercheurs. Alors qu'au niveau du débat médiatique, nous voulons confronter des opinions. Au niveau du débat scientifique, le débat scientifique est souvent fondé sur des hypothèses. Donc qui demandent, qui exigent une réflexion beaucoup plus poussée. Alors que au niveau du débat médiatique, souvent, les opinions sont fondées sur des jugements de valeur. Le plus souvent, c'est... Du côté du débat scientifique, qu'est-ce que nous observons? Nous allons étayer nos positions par des arguments. Il y a des arguments théoriques et il y a des arguments factuels. Au niveau du débat médiatique, nous allons puiser dans les expériences sociales, dans les intuitions, pour essayer donc de faire quoi? De convaincre. Le débat scientifique, d'abord, exige un travail de préparation par une recherche documentaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Généralement, cela veut dire que, lorsque nous avons été approchés, lorsqu'on fait des appels à contribution ou au débat, on a déjà le thème, n'est-ce pas? Et on fait de la recherche documentaire. Il y a plusieurs types de recherche documentaire. Quand c'est un débat scientifique, le plus souvent, ce qu'on encourage, c'est de rechercher des articles qu'on appelle des peer review, c'est-à-dire des articles qui ont été acceptés par des comités de lecture. Ce sont des articles scientifiques parce qu'on estime que ces articles-là ont été acceptés parce que différents chercheurs spécialistes du domaine ont apporté des corrections, des rectificatifs, et qu'au sortir de là, ce n'est plus seulement l'opinion donc du chercheur qui transparaît, mais ce travail est issu d'une confrontation d'idées, de critiques. Donc ça répond plus ou moins aux attentes des uns et des autres dans le champ disciplinaire choisi. Donc le plus souvent, en Amérique du Nord, on préfère se focaliser sur ces articles-là. Évidemment, il y a des livres maintenant qui sont publiés, qui sont les résultats de colloques. Là aussi, ce sont des livres qu'on peut accepter comme des livres issus du champ disciplinaire qui ont été confrontés justement à des opinions des uns et des autres dans un domaine donné. Donc il y a un travail documentaire qu'il faut faire sur le sujet, sur le thème à partir duquel vous voulez vous prononcer. Le débat médiatique, ça ne nécessite pas forcément un travail documentaire. C'est spontané. Le débat scientifique est organisé et structuré. Parce qu'on ne viendra pas pouvoir aller de coq à l'âne et puis essayer de faire impression. Il ne s'agit pas donc d'impressionner. Donc il faut structurer sa pensée et savoir quel argument je vais avancer en premier. Donc il faut structurer les différents types d'arguments. On va revenir un peu sur c'est quoi un argument. Souvent c'est pas évident. Au niveau du débat scientifique, on vient, on écoute les uns les autres et puis on peut prendre un bout de ce que l'autre dit et on essaie donc de se prononcer sans réellement suivre une structuration donnée. Donc c'est vraiment une écoute aléatoire et on essaie de prendre le bout qui nous intéresse. Au niveau du débat scientifique, ça ouvre au point de vue de l'autre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je reste ouvert pour accepter, pour essayer de comprendre le point de vue opposé. Puisque mon point de vue peut ne pas être partagé par tout le monde et c'est d'ailleurs le but donc, du débat. Et donc je reste ouvert au point de vue de l'autre qui est différent du mien.
Au niveau du débat médiatique, évidemment, même si on reste plus ou moins ouvert, je dis plus ou moins, parce que souvent ce n'est pas le cas, chacun reste cramponné sur sa position, parce qu'on estime que c'est sa position qui est la meilleure. Donc on vient pour renforcer son point de vue. Alors que de l'autre côté, on ne vient pas forcément pour renforcer son point de vue, mais pour enrichir sa propre position. Le débat scientifique donne lieu à une synthèse. Parce que lorsque vous allez à gauche, à droite, après tout, vous devez synthétiser justement votre position. Donc si le débat scientifique donne lieu à une synthèse, le débat médiatique, il n'y a pas de suite directe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de synthèse, il n'y a pas de point. Puisque après un débat scientifique, si c'est à un colloque, justement, on va vous demander aux uns et aux autres donc de présenter sa communication et donc de la transmettre à l'autorité universitaire qui a organisé le débat pour qu'on puisse l'éditer. Et en ce moment-là, vous devez présenter dès le début de votre communication donc une synthèse, un résumé des idées fortes que vous défendez. Et donc ça demande qu'on puisse publier ce travail. Ce qui veut dire que tout au long donc, du débat, vous prenez en compte les différentes propositions des uns et des autres pour améliorer votre propre thèse sur le sujet donné. Au niveau du débat scientifique, dernière différence entre débat scientifique et débat médiatique, c'est que le débat médiatique permet de clarifier les enjeux. Il y a des enjeux sociétaux, par exemple, ou purement académiques, que le débat essaie de clarifier. Alors qu'au niveau du débat médiatique, qu'est-ce que nous constatons? Ça permet plus ou moins une certaine évolution des représentations sociales que nous avons de la vie sociale, de la vie communautaire, etc., etc. Revenons un peu dans nos techniques de débat. Alors, comme nous l'avons tous dit tout à l'heure, quand on fait la différence entre ces deux types de débats, alors si je suis invité sur un plateau de télévision ou bien dans un studio de radio, je sais quel langage je pourrais utiliser. Cela ne veut pas dire que, en tant que scientifique, je ne vais pas participer à un débat sur un plateau de télévision. Non, au contraire. Et c'est là où se situe justement, je crois, l'un des grands défis des scientifiques. C'est-à-dire, puisque le scientifique ne vit pas coupé des réalités sociales qui l'ont fait naître, et puisqu'il n'est pas un être isolé, alors il y a ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire utiliser évidemment des thèmes scientifiques pour parler dans le langage du commun des mortels. La vulgarisation scientifique, c'est aussi tout un sous-champ des techniques de débat. Parce que personne ne comprendrait personne, évidemment, dans la masse. Le paysan qui est à Sinimatiali ou bien qui est à Daloa, le planteur qui est là-bas ne peut pas forcément comprendre vos formules mathématiques. Seul vous-même, vous y connaissez, mais lui ne s'y connaît pas. Mais comment traduire cela en termes simples pour que lui, il comprenne mieux ce que vous voulez dire par là? Je donne un exemple. Lorsque vous parlez du franc CFA, par exemple, que je considère, pas moi, Mathieu, en tant qu'individu, parce qu'il y a tout un groupe de personnes qui réfléchissent comme moi et je me situe dans leur perspective. Si je dis que le franc CFA, ça fait partie des mécanismes structurels néocoloniaux, justement, pour exproprier les pays africains, ben, il faut expliquer ça dans des termes beaucoup plus concrets aux planteurs de Daloa, pour qu'ils sentent tout de suite que, mais attention, mais pourquoi encore en 2011, on nous fait croire que c'était le bon système, la bonne façon donc d'avoir, etc. Il faut pouvoir lui traiter ça dans la réalité substantiellement.
Donc ça nécessite donc que sur un plateau de télévision, je puisse trouver des concepts et des exemples qui se rapprochent de la vie du citoyen, du planteur ou du commerçant, pour lui expliquer ce qu'il perd et ce qu'il peut gagner si ce système n'existait pas. Débattre, n'est-ce pas, ça demande de prendre position. C'est-à-dire, je donne ma position que je soutiens. Et cette position, c'est d'abord la thèse. Et en termes, dans le discours scientifique, la thèse, c'est souvent une position théorique que l'on prend. Que vous et moi, si on est invité à un débat sur, je reviens encore, par exemple, sur l'un des thèmes que nous allons voir tout à l'heure à travers les thèses que nous avons envoyés, sur le droit de propriété. Voilà. Je vais prendre une position. Et cette position, je ne la prends pas, si je suis dans un débat scientifique, je ne la prends pas à partir de ce que j'ai entendu dire à gauche, à droite. Je prends ma position à partir des conceptualisations théoriques qui ont été faites dans un sous-champ disciplinaire donné, par exemple. Et nous voici encore dans la perspective du libéralisme. Qu'est-ce que les libéraux purs et durs pensent du droit de propriété? Je fais de la recherche documentaire. Et à partir de la recherche documentaire, je prends position à partir des faits scientifiques qui ont été avérés. C'est-à-dire qui sont des vérités, entre guillemets, plus ou moins universelles. Je dis plus ou moins parce que le débat épistémologique qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de vérité universelle généralisable à l'échelle du monde. Les vérités n'existent et ne peuvent être appliquées que dans le contexte culturel, environnemental précis qui prennent en compte les vécus substantiels et sociétaux des populations dans un espace donné. Mais il peut y avoir des théories de moyenne portée, qu'on peut appliquer par exemple au niveau de l'Afrique de l'Ouest ou bien par exemple au niveau des pays francophones. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas forcément très très différente en termes de théorisation de ce qui se passe au Bénin ou au Togo ou au Burkina Faso, plus ou moins. Je dis bien théoriquement. Alors donc, je prends position à partir d'une thèse qui a requis déjà au niveau du champ disciplinaire l'adhésion des pairs. Et quand je prends cette position, alors j'ai besoin par la suite d'arguments théoriques. Je dis bien arguments théoriques puisqu'on est dans le débat scientifique. Mais quand on vient dans le débat médiatique, qui est le plus souvent celui auquel tout le monde participe, monsieur, madame, tout le monde participe, je vais utiliser d'autres concepts. Si je parle en termes, par exemple, je reviens encore sur ça, et veuillez m'excuser, plus quelque chose vous tient à cœur, plus vous en parlez. Je reviens sur le plan de franc CFA. Si on veut faire un débat, et vous avez vu des débats ici médiatiques sur le franc CFA, etc., etc. Alors, lorsque je viens sur le plan donc, médiatique, quelle position je peux prendre? Je donne un exemple comme ça. Moi, je dis, le franc CFA, c'est un instrument de domination. Il me revient, c'est une position que je prends. C'est une thèse que j'avance. Il me revient de trouver d'abord des arguments théoriques. Des arguments théoriques en puisant justement dans la littérature sur, par exemple, la monnaie. La monnaie, qu'est-ce que telle personne en pense, qu'est-ce que telle personne en pense, qu'est-ce que telle autre personne en pense. Je pars de là, de façon terre à terre, pour en arriver à dire, mais comment est-ce que cette monnaie, que j'appelle le franc CFA, ou bien que beaucoup acceptent comme un instrument de domination, comment est-ce que ça se manifeste substantiellement? Et là, je quitte les arguments théoriques pour descendre dans les arguments factuels. C'est-à-dire, je vends, excusez-moi, je parle comme ça, je vends un produit et puis je reçois 100 000 francs CFA. Si je reçois 100 000 francs CFA, mais en fait,
est-ce que c'est réellement ce que j'aurais dû recevoir s'il n'y avait pas ce système qu'on appelle le franc CFA? Je vous dis peut-être, ne prends ça pas comme une parole d'évangile, hein, ça c'est Matthieu qui parle individuellement. Je dis par exemple, j'aurais dû recevoir par exemple 155 000 francs CFA. Parce que, à travers ce système, ce mécanisme-là, ben, d'office, il y a une autorité qui se dit souveraine. Donc, il y a l'État qui, de par ses relations de coopération avec le tuteur du franc CFA, prend de façon césarienne 55 francs, 55 000 pour donner, sous prétexte qu'on veut nous donner des garanties de notre franc CFA. Donc donner ça à quelqu'un. Et pour que le citoyen lambda puisse comprendre, le citoyen de la rue puisse comprendre, je dis, mais écoutez, l'agriculteur, le paysan qui est en Côte d'Ivoire, ou qui est au Bénin, ou qui est au Burkina Faso, vous savez, est-ce qu'il vaut moins qu'un clochard qui est en France, bien qui est aux États-Unis, bien qui est au Canada, bien qui est, etc., etc. Est-ce que le clochard qui est là-bas, qui vit du bien-être social, qui a les moyens donc de se faire soigner quand il est malade, est-ce qu'il vaut plus que le paysan qui est dans ses plantations ici, mais qui tombe malade, ou bien qui, lorsque ses cultures ont été décimées, il n'a aucun recours par rapport à l'État, il n'a aucune aide, alors que le paysan de l'autre côté de la Méditerranée, tout de suite, l'État français peut lui venir en aide. Parce qu'il y a une politique agricole commune de l'Union européenne, etc., etc. Et je dis non. Et moi je dis, si c'est un argument, un débat médiatique comme ça, pour que ça passe au niveau de la masse, je dis, ben écoutez, c'est parce que chez nous, on prend nos richesses, une partie de nos richesses, et puis on donne à un autre pays, et puis on lui permet justement de vivre, permet à ses citoyens donc de vivre. C'est-à-dire que la politique mondiale consiste à arracher le pain à la bouche du faible pour donner à ses propres concitoyens. Donc c'est un mécanisme qui a été mis en place pour arracher le pain à la bouche des Africains, ou bien des pays francophones d'Afrique, des citoyens des pays francophones d'Afrique, pour donner ça aux citoyens d'un pays qu'on appelle la France. Ça, je dis entre guillemets, ne présente pas comme une parole d'évangile. Mais si je parle en ces termes terre à terre, évidemment, c'est basé sur la position que je prends dès le départ, qui a son ancrage dans le débat scientifique qui avait déjà été prouvé par les pairs, et puis l'argument théorique, les mécanismes structurels à partir desquels justement cela se fait, et puis je viens maintenant à des faits, à des exemples factuels pour expliquer, et là ça passe au niveau de la masse. Mais sur le plan du débat médiatique, il va falloir que je fasse par exemple une comparaison. Comment ça se fait en Amérique latine, comment ça se fait dans les pays asiatiques, et comment ça se fait même en Afrique et dans les pays anglophones, comment ça se fait. Et à partir de là, je peux dire, on peut faire peut-être dans les pays francophones autre chose que ce qu'on fait jusque-là. Mener un débat, c'est d'abord, n'est-ce pas, convaincre. Convaincre, faire adhérer ma position, évidemment. Alors, qu'est-ce que argumenter? Puisque, comme c'est de convaincre, il faut donc argumenter pour que la personne soit convaincue. Sinon, s'il n'argumente pas, ben, c'est comme une parole d'évangile, personne ne me croira. Alors, argumenter, c'est faire comprendre et faire adhérer. Donc, je veux faire comprendre, je veux faire adhérer. Comment je vais m'y prendre pour me faire comprendre et pour faire adhérer? Alors, d'entrée, permettez-moi de nous dire que, dépendamment des champs disciplinaires, on construit l'argument ou l'argumentation selon les sous-champs disciplinaires dans lesquels on s'inscrit. Si je suis un économiste, ma façon de convaincre va différer de la façon dont un politologue va convaincre. Bon, un politologue, je précise, ce n'est pas un politicien, c'est celui qui analyse le fait politique. Il peut choisir de servir le prince,
c'est-à-dire en devenant un politicien ou en servant le politique, mais il est d'abord et avant tout un scientifique, un analyste qui porte un regard critique sur le fait politique. Si je suis économiste, évidemment, comme la plupart d'entre vous, alors la façon de construire mon argumentation sera différente. Alors, lorsque je veux avancer des arguments, qu'est-ce que je fais de façon concrète? Il y a des précautions à prendre, n'est-ce pas? Que ce soit dans un débat scientifique ou bien dans un débat médiatique, je ne peux pas affirmer sans avancer des arguments. Je fais ce qu'on appelle au secondaire, je me rappelle, hein, dans mes cours de philosophie, etc., on dit éviter des arguments, des affirmations gratuites. Je ne peux pas prouver. Je ne peux pas convaincre à partir de là. Je prends ça comme des dogmes. Donc j'avance, j'affirme. Mais quand j'affirme, je ne peux pas convaincre en affirmant. Non, c'est plus sérieux que ça. Sinon, tout le monde peut croire tout le monde bêtement. Excusez-moi l'expression bêtement. Il faut donc distinguer les faits, les opinions et les jugements de valeur. Lorsque je veux convaincre, je parle des faits, des opinions et les jugements de valeur. Parce qu'on va voir un peu plus loin comment est-ce qu'il faut persuader. Lorsqu'on avance, lorsqu'on prend position dans un débat donné et on donne des arguments, évidemment, il y a par après, parce qu'on ne débat pas pour débattre, on débat pour persuader quelqu'un de la pertinence de sa propre position pour le faire adhérer à notre position. Et donc, on n'argumente pas pour argumenter, on va après tout surfer après sur des jugements de valeur, sur ce qu'on appelle the common sense, les lieux communs, les lieux communs que vous et moi nous partageons, bien que votre auditoire partage. Quand on surfe sur ça, souvent ça marche, ça marche, et puis on va y arriver. Il faut travailler sur les sources, parce que j'avais dit entre-temps que ça soit le débat scientifique évidemment, mais le débat médiatique aussi, ça demande aussi un certain travail préalable, c'est-à-dire une préparation. Alors dans le cas du débat scientifique, il faut travailler les sources, c'est-à-dire les documents que vous avez lus. Et il y a une façon particulière de lire les choses. Parce qu'il y a des auteurs, par exemple, que vous allez lire, qui ne disent pas ouvertement leur position, compte tenu peut-être des représailles politiques ou bien de l'appareillage dans lequel ils évoluent. Mais ils utilisent un style fermé et il faut lire souvent entre les lignes pour savoir qu'est-ce que l'auteur veut réellement dire. C'est la raison pour laquelle, justement, lorsqu'on dit mais tel auteur a dit ceci, 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 cela, évidemment, il faut prendre en compte le contexte dans lequel il a écrit. Et en prenant en compte le contexte dans lequel il a écrit, il faut même descendre un peu plus loin pour voir qui étaient ses amis. C'est essentiel. Qui étaient ses amis, qui étaient ses collaborateurs, quel est le milieu dans lequel cet auteur-là évolue. Je vais vous donner un exemple. Et là, je viens encore dans mon champ disciplinaire, les relations internationales. Je m'excuse de vous amener un peu là, parce que ce n'est pas antinomique du tout avec le libéralisme, parce qu'ils nous souviennent que les auteurs, les premiers, les pères fondateurs des relations internationales, ce sont les Américains. Donc, relations internationales imbibées du libéralisme, ce n'est pas du tout la même chose que les relations internationales vues de l'Europe. Alors, quand on prend quelqu'un comme Hans Morgenthau, qu'est-ce que lui, il nous dit? Alors, la politique, etc., les relations internationales, c'est d'abord la force, c'est la puissance, c'est le pouvoir, la démonstration de force. Mais quel est le contexte dans lequel ces théories qu'on appelle les théories le réalisme politique, ces théories ont été conçues? Le contexte, c'est 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et comment est-ce que la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée? Et si on pousse la réflexion un peu plus loin, on sait que Hans Morgenthau, le père du réalisme américain, donc en relation internationale bien évidemment,
il est d'origine allemande. Ah, donc c'est quelqu'un qui a vécu la guerre. Et donc qui a immigré vers les États-Unis. Si on se situe dans cette perspective-là, qu'est-ce qu'on constate? L'Allemagne, puissance militaire, défaite par les États-Unis. Alors on comprend très bien pourquoi il dit il faut plus de force pour vaincre la force. Il donne plus de préséance à la puissance tangible, c'est-à-dire la puissance brutale. Il donne plus de préséance à ça dans les relations internationales que ce que les libéraux nord-américains, notamment Joseph Nye, appellent soft power, le pouvoir, la puissance douce, qui caresse dans le sens des poils, mais tout en faisant avaler du couleuvre à son vis-à-vis. C'est peut-être moins brutal que le pouvoir tangible de Morgenthau en relation internationale, c'est la puissance, mais on peut gagner ce qu'on veut tout en utilisant justement le soft power. Donc quand on voit Morgenthau, Joseph Nye, lui c'est un Américain pur et dur. Morgenthau, lui, vient de l'Allemagne, il a vécu la guerre, et avec les atrocités qu'il a vécues, il pense que pour vaincre le mal, il faut utiliser une force supérieure. Quand on comprend comme ça, est-ce qu'on peut appliquer sa perspective théorique dans le cas des pays africains? Difficile de le dire. Parce que ici, nous, on n'a pas... Si on doit vaincre, par exemple, les États-Unis, je donne un exemple comme ça, les États-Unis, est-ce qu'on peut vaincre les États-Unis ici? S'ils nous font la guerre, avec tout ce que vous connaissez, hein, comme puissance de feu des États-Unis, on ne résisterait pas. Et donc, quelqu'un comme moi vous dirait, on va plutôt miser sur le soft power, la puissance douce, qui prennent en compte souvent la ruse, un peu quand même, hein, la ruse et puis des promesses pour finalement prendre le dessus sur le grand. Alors, donc, quand on va dans le contexte de la personne, les courants de pensée et son vécu, ça peut permettre de le lire entre les lignes. Donc, cette position n'est pas applicable de façon universelle. On ne peut pas l'appliquer dans les pays africains. Donc, il faut travailler sur les sources. Donc, en allant au-delà, en lisant la biographie des auteurs, ça permet de savoir qui ils sont, dans quoi ils travaillent. Par exemple, à la fin des articles de peer review, vous allez voir souvent, il est professeur, bien il est analyste à tel endroit, il enseigne tel cours à tel endroit, ou bien il travaille aux côtés du gouvernement. Vous allez voir tout ça. Et ça vous permet donc de nuancer lorsque votre vis-à-vis soulève les arguments ou bien les positions de ce dernier, vous pouvez tout de suite tempérer pour, en puisant dans le contexte qui sous-tend l'écrit de celui-là, pour tempérer l'ardeur de votre adversaire ou bien de votre débatteur. Pour mettre un peu en doute ce qu'il dit par rapport à votre position, à vous, évidemment, parce que l'objectif étant de convaincre et de faire adhérer. Travailler sur les sources donc, pour voir leur fiabilité, leur pertinence, et puis en les hiérarchisant. Quel type de source je vais citer par rapport à tel autre? Quel type de document je vais davantage exploiter? C'est-à-dire on appelle les sources primaires et puis les sources secondaires que je vais exploiter dans mon argumentation. On peut procéder de deux façons. Soit c'est la déduction ou bien l'induction. Donc c'est la démarche à suivre pour convaincre, pour argumenter. Et ça, quand on parle d'induction, vous allez partir, comme vous le savez, des faits précis pour généraliser à une échelle pas universelle, mais régionale, ou bien locale. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, bien quand on prend le cas du Burkina Faso, bien quand on prend le cas du Niger. Alors que dans le cas de la déduction, vous partez des propositions pour établir une nouvelle proposition. C'est-à-dire, ça répond beaucoup plus au débat scientifique. C'est-à-dire, voilà, telle personne a fait ceci, puis je donne toutes les articulations, je prends aussi d'autres personnes, je confronte leurs idées, puis j'arrive à tirer une position.
à partir de là, puisque les contextes sont différents, mais il y a quand même des bribes de vérité dedans, je les combine et puis je dis, voilà ma position. Ma position n'est pas contiguë à une thèse théorique. Ça procède justement d'une certaine analyse des positions théoriques, et là, ça devient ma position à moi authentique. Je ne prends pas la position de quelqu'un qui est déjà prouvé pour en faire la mienne. Mais je construis ma propre position à partir justement des insuffisances et des forces que je note dans telle argumentation. Et quand je viens, même si c'est sur un plateau de télévision ou bien dans un studio, et que j'avance ma position, je suis plus convaincant. Parce qu'on va dire, ah mais celui-là, il sait de quoi il parle. Alors, dans la perspective donc de l'induction, évidemment, il y a le rôle des exemples. Donc, vous pouvez mettre le rôle des exemples dans la perspective d'induction. Puisque j'avais dit tantôt que le point de départ de l'induction, c'est d'abord parler des exemples, par la suite, je vais procéder à des vérifications sectorielles de la règle générale que je prends. Parce que, comme je vous avais dit, je construis ma position à partir des positions théoriques générales. Moi, mais je veux construire ma propre position pour dire, voilà ce que je pense de tel sujet qui est l'objet du débat pour lequel on nous a invités. Alors, pour étoffer l'argumentation dans la perspective de l'induction, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher maintenant des exemples précis sur le cas, dans le cas d'études que je fais, case studies, c'est-à-dire les études de cas qui m'intéressent, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire qui m'intéresse, par exemple, dans le cas de la défaillance de l'État. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà les théories générales qu'on parle de défaillance de l'État, etc., dans la perspective américaine et puis européenne. Mais quand je viens dans le cas de la Côte d'Ivoire, là je dis, bien attention, écoutez, tel fait, qui ne sont pas des faits généralisés. Et donc, à partir de ces exemples précis, de ce cas précis, je peux donner de chair beaucoup plus nuancée aux arguments théoriques et généraux que j'ai trouvés dans la littérature sur les États défaillants, ou bien la littérature sur l'État-providence, la littérature sur la finance internationale, la littérature sur la crise financière internationale. Par la suite, qu'est-ce que je fais? Je recherche, pour toujours étoffer mon argumentation, je cherche des contre-exemples. Là, je suis bel et bien donc dans le débat scientifique. Je cherche des contre-exemples. Parce que, puisqu'il faut un équilibre pour éviter pour que mon travail, mon papier soit rejeté, parce que trop partisan, je cherche des faits qui, en réalité, participent de la construction de mon argumentation, c'est-à-dire des contre-exemples pour montrer que, oui, évidemment, ce que je dis, ce n'est pas universel, mais la force et la primauté des exemples que je prends par rapport aux contre-exemples, puisqu'on dit souvent, l'expression que vous connaissez, c'est l'exception qui confirme la règle. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Je ne veux pas virer dans le dogmatisme, n'est-ce pas? Parce que si je dis tout ce que moi je dis là, c'est bon jusqu'à la fin, on me dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est quoi là? On est à l'église ici ou bien on est où? Donc, pour donner justement de la posture scientifique, je prends des contre-exemples. Pour montrer que oui, dans tel cas, et lorsque je prends un exemple qui va à l'encontre, évidemment, des cas que j'étudie, c'est pour montrer les spécificités justement de mon cas par rapport au cas que je prends, c'est-à-dire la thèse que je défends. Je prends le cas puisqu'on est dans le droit de propriété, j'ai lu 2 auteurs sur pourquoi l'Amérique latine est plus développée que l'Asie du Sud-Est. Et il y a 2 auteurs qui nous ont été servis, que j'ai découvert dans mes lectures, qui disent parce que au niveau de l'Amérique latine, non, au niveau de l'Asie du Sud-Est, les réformes agraires ont été beaucoup plus poussées. Alors que dans le cadre de l'Amérique latine, ce sont les latifundistes, justement, qui ont pris en otage les réformes agraires.
quand je veux prendre l'exemple, pour dire, ben, moi, par exemple, ma position, c'est quoi? C'est qu'il faut une réforme agraire poussée, et c'est dans ça que je suis. Alors, un contre-exemple, je prends le cas de l'Amérique latine, pour montrer les limites de ça. Mais l'argument est très subtil. Ce n'est pas seulement parce que c'est les latifundistes qui prennent en otage les terres en Amérique latine qu'il n'y a pas de développement là-bas. Mais parce que c'est politique. Pourquoi? Parce que les latifundistes sont après tout des acteurs politiques à partir desquels les élites, ceux qui aspirent au pouvoir, s'appuient pour avoir les votes populaires. Alors que dans le cas, évidemment, on verra, de l'Asie du Sud-Est, qu'est-ce qu'on constate? On constate que justement, le chef d'État, ou bien l'appareil étatique, évidemment, veut aussi atteindre un objectif politique, c'est-à-dire de donner à chaque citoyen la capacité de disposer de son lopin de terre, qui en même temps repose sur la culture asiatique, qui donne la fierté et le droit de prendre soin d'une propriété privée lorsque cette propriété appartient à l'individu. Il prend plus de soin que lorsque ça appartient à l'État et à la chose publique. Ça permet donc de dire, mais ici dans le cas de la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes fiers, puisque l'Ivoirien est fier de lui-même, si on lui donne le droit de propriété individuelle, si on pousse la réforme agraire beaucoup plus loin, alors la terre sera mieux exploitée et l'État, puisque l'État est toujours là, peut tirer meilleur profit de l'exploitation des terres plutôt que ce qu'on voit aujourd'hui. Je n'en sais rien de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc c'est un exemple comme ça que je vous donne. Je prends le cas de la métaphore. Ça, c'est des procédés rhétoriques de l'argumentation. Lorsque je suis confiant de ce que je vais dire, lorsque je suis confiant de ma position, et lorsque justement je sais de quoi je parle, qui passe par l'étape de préparation, n'est-ce pas? J'ai préparé, j'ai fait de la recherche documentaire, je sais à peu près ceux avec qui je vais débattre. Alors, dans la technique de diction, c'est dans ça que je vais persuader. Je vais utiliser peut-être de la métaphore. Chacun d'entre nous, on sait à peu près c'est quoi la métaphore qu'on utilise comme une technique rhétorique de conviction. Je ne vais pas trop demander c'est quoi la métaphore, parce qu'on a étudié ça, ça fait longtemps qu'on était en première ou en terminale, ça fait un peu longtemps. Mais, je pense que à un moment donné, je vais vous dire exactement ce que j'ai écrit ici. La métaphore. Ça, c'est une citation qui vient de Helmut Kuhn. Que nous fassions du monde une maison, une gare desservant cette maison, un terrain d'essai, un atelier d'instruments potentiels, une carrière exploitable par le travail humain, un pays étranger, un camp ennemi, une prison, et notre mode de vie en sera fondamentalement transformé. Lorsque je prends le cas ici du droit de propriété en Côte d'Ivoire, ou du foncier rural en Côte d'Ivoire, qui fait beaucoup jaser là. Moi-même, j'ai lu un peu maintenant sur le foncier rural en Côte d'Ivoire. Alors, si j'aimerais parler en termes de métaphore, l'Ivoirien peut-être se comporterait mieux si chaque individu a la capacité de disposer justement d'un bien de propriété qu'il peut exploiter selon ses besoins. Je ne parle pas en termes de oui, il faut faire la réforme agraire. Non, il ne parle pas de réforme agraire. Mais je dis l'Ivoirien se porterait mieux, ou bien la Côte d'Ivoire se porterait mieux si par exemple chaque individu a la possibilité de disposer de sa propriété privée qu'il exploite selon ses convictions. Je ne parle pas forcément de les problèmes de terre qu'il y a dans l'ouest ou bien dans l'est ivoirien. Non. Mais c'est pour amener les gens, mes débatteurs, à savoir que la société ivoirienne aurait pu être améliorée. La création de la richesse aurait été beaucoup moins ardue si chaque individu, justement, si on vivait dans un état de droit
Et donc chaque individu a la capacité de disposer de ses propriétés comme il entend. Évidemment. L'autre méthode technique qu'on emploie souvent, c'est l'analogie. Évidemment, ça tout le monde connaît. Qui permet de transférer l'accord obtenu sur une situation recadrée à un thème ou à une autre opinion au nom d'une ressemblance. On parle évidemment des ressemblances. Bah, le cas de Côte d'Ivoire, ça ressemble un peu à ce qui se passe au Burkina Faso. Ça ressemble un peu à ce qui se passe au Bénin. Mais là, ça vous demande d'aller lire, par exemple, si c'est le droit de propriété, d'aller lire ce qui est écrit au Bénin sur le droit de propriété. Sur le libéralisme, allez voir dans les lois, dans les réformes juridiques, qu'est-ce qui est fait au Bénin pour essayer de faire la comparaison donc, avec le cas ivoirien. On peut avancer aussi pour convaincre, pour faire adhérer ce qu'on appelle généralement l'argument d'autorité. Mais les critiques comme nous vous diront l'argument d'autorité n'existe pas. Mais je vais d'abord dire ce qu'il y a. L'argument d'autorité, ça consiste à quoi faisant? Je pense que les uns et les autres ont une idée de ce à quoi l'argument d'autorité renvoie. Mais je vous le dis, l'argument d'autorité s'appuie sur la réputation d'un autre. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui fait autorité, encore que je nuance beaucoup parce que quelqu'un qui fait autorité, quand on va prendre dans la vie publique, dans la vie sociale, c'est un peu difficile parce que si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, on a des personnages assez controversés. Dès que vous évoquez le nom, je jette un pavé dans la mare comme ça. Hein. Lorsque vous prenez le nom de Cardinal Agré, dans la crise ivoirienne, on va dire, lui là, il est président de Gbagbo, vous là, vous êtes président de Gbagbo. Donc il ne fait pas autorité, il ne fait pas unanimité. Mais vous pouvez prendre dans le domaine scientifique, voilà, des gens qui font autorité. Adam Smith, voilà, c'est quelqu'un que tous les économistes connaissent. Sa position, généralement, même si on n'est pas d'accord, on sait que ça fait autorité dans, si on aborde les questions du libéralisme. Quand on s'appuie sur lui, attention, c'est difficile de balayer d'un revers de la main ce que vous allez dire. Mais si vous prenez le FMI, à côté des critiques comme moi, on va dire, mais ce sont des instruments nouveaux de domination au niveau mondial des pays africains. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que le FMI, moi je vous dirais par exemple que le FMI n'existe que pour les Africains. Parce qu'ils ont été chassés de l'Amérique latine. Parce qu'ils n'en veulent pas. La question de cercle de dette, cercle vicieux de la dette, duquel on ne s'en sort jamais, dans lequel on nous embrigade tous, non, ça ne fait pas l'affaire non, c'est un instrument de domination. Donc quand on prend... le FMI a dit que, évidemment, dans un débat scientifique, je prends les statistiques du FMI, ça fait autorité. N'est-ce pas? Ça fait autorité. On dit que bon, oui, c'est des gens qui sont plus proches du prince et ils connaissent de quoi ils parlent. Encore que critiques comme moi, on va vous dire, ben, les statistiques, on en fait, c'est ce que les acteurs en font. Alors, on peut construire les statistiques, ce sont des faits socialement construits. Mais je vous fais économie de ma perception personnelle. Donc, vous prenez la Banque mondiale, sur les rapports de la Banque mondiale sur la Côte d'Ivoire, par exemple, vous prenez ça dans un débat, que ce soit médiatique ou scientifique, tout de suite on vous comprend. Ah oui, c'est comme ça que ça se fait. Encore que des critiques, on vous dit, ben, Banque mondiale, pardon, merci. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur les États-Unis? Qu'est-ce qu'ils ont fait sur la France? Ben, sur les pays africains, d'accord. Si on comprend la philosophie qu'il y a derrière, justement, la Banque mondiale et puis le FMI, bon, on va vous dire, mais écoutez, pardon, faites-moi grâce de cet argument. Mais, dans le domaine scientifique, hein, les statistiques de la Banque mondiale, le FMI, sur la Côte d'Ivoire, l'établissement du DRSP, tout ça, on dit que oui, vraiment, ça fait autorité. On peut utiliser ça pour faire avancer, pour faire adhérer quelqu'un à une idée qu'on a. Il y a deux méthodes de recherche scientifique ou pour convaincre dans une thèse ou bien dans un mémoire. Il y a deux méthodes. Il y a l'individualisme méthodologique
Et puis, il y a la méthode holiste. Dans le cas de l'induction, justement, on privilégie l'approche individualiste. On parle d'un fait. Je prends quelqu'un que j'ai rencontré à Boisflé. Ok. Pendant la crise post-électorale et depuis je ne sais quand, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, bon, je le trouve à Boisflé, n'est-ce pas? Et puis, il m'explique les problèmes auxquels il est confronté à Boisflé. Ah, mais vous savez, j'étais ici, mon grand-père est venu ici, je suis né ici, voilà ma terre, par exemple, et puis du jour au lendemain, on me dit que non, la terre ne m'appartient pas, on me fait ci, on me fait ci, on me fait ça, voilà les problèmes que j'ai été confronté, bon, on m'a chassé, on a brûlé ma maison, on a fait ci, on a fait ci, on a fait ça. C'est un cas d'un individu que je ne veux pas qualifier d'abord. Il a vécu. Mais il m'a dit, son grand-père est venu s'établir à Boisflé depuis les années peut-être 1920-1930, bon, sous la colonisation, et puis il est resté là pendant longtemps jusqu'à aujourd'hui, et puis du jour au lendemain, paf, on a brûlé toute sa maison. Ok. Je parle de son expérience. Et je décris dans les menus détails l'expérience de celui-là. Et je vais poser la question de savoir comment expliquer que un individu qu'on appelle, je ne sais pas, Lazare ou bien Estelle, ait pu vivre une situation pareille dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Je parle de ce questionnement. Et quand je parle de ce questionnement, quelle est la théorie qui me permet de mieux comprendre? Parce que, dites-nous bien, la théorie permet justement de lire de façon un peu, comment je vais dire, permet de donner une suite logique aux faits sans laquelle ces faits ne seront pas intelligibles. Parce que la théorie, c'est de rendre les faits intelligibles. Souvent, en sciences sociales, c'est souvent ça. Alors, je dis, bon, ok, moi, pour mieux le comprendre, est-ce que quand j'utilise la théorie de l'étranger, est-ce que ça permet de mieux comprendre l'expérience qu'il a vécue? En tant qu'économiste, le thème d'étranger, je trouve que ça ne me permet pas de mieux saisir. Puisque, d'un côté, il dit que ses grands-parents, qu'il était né là. Mais je trouve tout de suite que si je prends, évidemment, c'est un choix arbitraire qu'on fait souvent, hein, si je prends la théorie de l'immigration, ça me permettra de voir au-delà de on a brûlé ma maison, on a fait ci, on a fait ça, les problèmes structurels et les problèmes sociétaux qui ont poussé lui, son grand-père, à quitter je ne sais où pour venir s'établir là, le contexte dans lequel il est établi, et donc les problèmes que celui-là vit là à Boisflé, en Côte d'Ivoire, ne peut pas être dissociable de la question générale, ou bien de la problématique de l'immigration et des enjeux qui sont liés en termes de sécurité. Alors, je trouve tout de suite que dans la littérature, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, il y a beaucoup de théorisations sur l'immigration. Donc l'immigration au XVIe siècle, XIVe siècle, etc., etc. Et là, puisque je parle du cas de l'individu qu'on appelle Didier ou bien Jeanne, du cas ivoirien, alors j'essaie de voir qu'est-ce qui l'a poussé, et en disant ce qui l'a poussé, c'est-à-dire bon, la recherche du bonheur, etc., etc., etc. Mais je dis aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a brûlé sa maison? Si je suis dans la perspective critique, je dis voilà, l'immigration, c'est un fait du capitalisme. Parce qu'on est confronté aujourd'hui à deux réalités. Il y a des réalités peut-être traditionnelles où la terre ici est sacrée, appartient aux ancêtres, etc., etc., etc. Et que alors que le capitalisme en soi qui valorise le droit de propriété privée, donc des individus, entre en contradiction avec les pratiques traditionnelles en ce qui concerne les terres et le droit des terres en Côte d'Ivoire.
Et donc, de façon plus globale, je dis que l'immigration pose le problème, ça c'est moi qui le dis, et puis je vais argumenter, pose le problème de crise de la modernité en Côte d'Ivoire. Et donc, je pars de l'exemple de celui qui a vécu, on a brûlé sa maison, on a brûlé, on a chassé, etc. C'est un cas hypothétique, mais ça peut exister dans la réalité. Je pars de ce cas-là pour remonter alors à l'immigration et même pour aller beaucoup plus loin, les changements structurels sociaux que le contexte international induit, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi au Bénin. Parce qu'on peut trouver aussi ces cas-là au Bénin, des cas de problème de terre, on peut trouver aussi au Burkina Faso, on peut trouver ça au Niger. Et donc quand je parle de ce bonhomme qui est, ou bien de cette femme qui est à Boisflé ou bien qui est à Gagnoa, j'essaie de dépasser, puisqu'il me faut avoir une contribution, donc pour aller au niveau de la théorie de la modernité, ou bien de la modernisation. Le contraire. Je veux faire une recherche sur la Côte d'Ivoire ou bien sur le Burkina Faso, sur un thème que j'ai choisi. Je vais partir des théorisations générales qui existent. Le capitalisme. C'est un sujet vague, hein, le capitalisme. Et puis après, je vais voir ces manifestations locales dans une situation précise, dans un pays donné. Comment est-ce que le capitalisme se manifeste ici en... Alors, lorsque c'est un débat, n'est-ce pas, et que je veux convaincre, je veux persuader, je disais donc il faut d'abord savoir de quoi on parle. Donc, d'entrée du jeu, le premier qui prend la parole dans l'équipe, si c'est un débat contradictoire, le débat est toujours contradictoire, ce n'est pas un dialogue. Alors, le premier qui prend la parole au niveau du groupe, il faut avoir des qualités d'orateur un peu solides. Je m'explique. On nous a invités, si c'est à l'université, ok, là c'est un débat plus ou moins scientifique. Mais ça n'exclut pas que je mette l'accent un peu sur la présentation physique de ceux qui viennent pour débattre. Parce qu'il y a toujours un aspect marketing dans la communication, que ce soit scientifique, que ce soit politique, que ce soit économique, il y a toujours un aspect marketing. On ne va pas m'inviter pour un débat et puis je vais m'habiller comme quelqu'un qui s'en va. Merci. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est votre collègue qui a dit. Qui s'en va à une soirée pour. Non. Mettons un peu de sérieux. Il y a le côté vestimentaire. Ce n'est pas que je dois aller parce que j'ai un débat, je dois courir, mais voilà, je n'ai pas l'argent pour acheter ci, je dois courir pour aller le faire. Non. Ce n'est pas une fois de mode, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Mais je sais, même si c'est un habit que j'ai, je sais de laver ça proprement et de bien le repasser. C'est une méthode élémentaire, la bonne vieille méthode de quoi? Je lave correctement et puis je repasse. Et puis j'évite. Et là, c'est en Amérique du Nord, je ne sais pas comment, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié comment ça se fait ici. Je m'excuse pour les femmes, je mets les rouges à lèvres jusqu'ici, ça ne fait pas le débat. Désolé. Je suis sobre dans mon habillement. Je ne mets pas des faces, je sais que tout le monde va me remarquer. Je ne suis pas venu pour tout ce que vous connaissez, n'est-ce pas? Je viens pour convaincre. Et pour convaincre l'opinion, le citoyen lambda qui est un peu partout, il s'attend à s'identifier à moi. N'est-ce pas? Il s'attend à s'identifier à moi. Donc je ne veux pas m'habiller de façon à ce que, quand il va regarder ce que j'ai porté, ça coûte 1 million, puis ça coûte 500 000, avec ce qu'il raconte lui, il s'adresse alors à des gens de sa classe, quoi. Donc nous, on n'est pas concernés. Non. Il faut choisir le juste milieu où il se retrouve pour que le courant passe entre lui et moi. Si déjà il se fait l'idée que c'est des gens qui ont... je m'excuse, si vous avez déjà participé par exemple à des activités où vous avez été incriminé, vous êtes quelqu'un qui est corrompu jusqu'aux os, tout ça là, la personnalité de l'individu, on ne va pas choisir n'importe qui pour aller faire un débat pour défendre n'importe quoi. Parce que toute sa crédibilité est déjà entachée, le courant ne passera pas. Je ne m'habille pas de façon extravagante pour montrer que c'est moi qui... Non.
C'est pourquoi vous allez voir en Amérique du Nord, bon, les professeurs, c'est parce que bon, la salle ne s'y plaisait pas, sinon c'est toujours un cercle, et puis le prof aussi s'assoit au milieu des étudiants et puis on échange. Même si tu rentres dans la classe, tu ne sauras pas qui est professeur, qui est étudiant. Non, tout le monde est professeur, tout le monde est étudiant. Et donc, je m'habille pour que le citoyen qui est dans son foyer là-bas, qui écoute la radio quand il est taximé, qui vient s'asseoir pour coiffer, pour se faire coiffer, et puis il regarde sur l'écran le débat, qui se retrouve en moi. Parce que c'est ce que j'ai constaté ici, hein, dans les centres de coiffure, il y a toujours un petit poste téléviseur, et puis on peut suivre. Bon, il est là et il regarde. Il ne se dit pas, bon, attention, qu'est-ce qu'il raconte là? Non, lui s'adresse à une classe supérieure, donc ça ne me concerne pas. Parce que c'est des débats sociétaux qui devraient, je dis devraient, nous permettre de gagner, de persuader que le changement est possible. Le changement de comportement est possible. Le changement d'attitude est possible dans la société. Puisque je veux défendre le libéralisme sur tous les plans, politique, économique et culturel. Ce n'est pas seulement les élites qui vont changer, hein. C'est aussi la société dans son ensemble. Donc ce que je dis doit pouvoir toucher celui qui est dans la rue, quelque part là-bas. Donc je m'habille de façon soft. Et je me préserve d'être un citoyen quand même exemplaire. Je m'explique un peu. Évidemment, en Amérique du Nord, la question ne se pose pas. Parce que brigandage, vol, ça ne passera pas. Je ne vais pas sortir de prison il y a 3 mois, et puis je viens sur une plateau de télévision pour faire un débat. Personne ne me croira. En tout cas, on va dire, mais il s'amuse. Même le journaliste ne va même pas m'inviter. Je sais que, attention, mais ça ne passera pas. Ok. Donc, j'essaie d'être au niveau du citoyen moyen. Deuxièmement, lorsque justement le journaliste, ou bien, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle le discussant, le commentateur. Quand c'est un panel scientifique, n'est-ce pas, il y a le commentateur, bien le président de séance, hein, qui lance, bien qui présente les gens et qui lance le débat. Lorsqu'on me donne la parole et que je suis le premier à parler dans mon équipe sur une question, un thème, je donne notre position. C'est la première impression qui va impacter les gens. Je donne la position que les autres vont défendre aussi. À notre position, par exemple, dans le cadre, je donne une exemple comme ça, hein, de les États-Unis en Côte d'Ivoire, pour moi, je peux dire, hein, ne prenez ça pas comme une parole d'évangile. Hein. Ah, mais c'est très négatif pour les pays africains. L'Africom, par exemple, le commandement militaire africain pour les États-Unis, là, non, c'est une mauvaise chose en soi. Là, je donne le ton, n'est-ce pas? Donc, je donne clairement ma position et la position du groupe que je défends. Lorsque je donne cette position-là, c'est clair. Alors, je vais, par la suite, essayer de définir qu'est-ce que j'entends par-ci, par-là. Donc, j'essaie de déblayer le chemin, de déblayer ce que je dis pour que ça passe. Parce que je vais peut-être utiliser un langage de façon ramassée, mais je vais titiller un peu pour que, bon, on comprenne les thèmes que j'utilise, etc., etc., etc. Et lorsque je finis, je reprécise à la fin. Je reprécise. Avant qu'on nous donne la parole à d'autres personnes, je reprécise ma proposition. La position que nous défendons, que notre équipe défend. Ça permet à quoi? Ça permet à nos contradicteurs, justement, de savoir nous attaquer. Et en même temps, s'il ne nous écoute pas, donc lui avait sa position tranchée, et puis il vient nous attaquer parce que lui il a déjà une position, même si moi je ne parle pas, même si les gens de mon équipe ne parlent pas, ceux qui nous écoutent savent que lui il est venu nous distraire ou quoi. Alors, si vous voulez attaquer, vous attaquez par rapport à une position donnée. Donc si vous venez déjà avec vos idées préconçues, ce n'est plus un débat, hein, ça devient des dialogues parallèles. C'est un piège, mais ça aussi, ça nous aide. Donc, je donne ma position, notre idée générale, et puis ça permet à l'autre d'attaquer. Donc, à la fin de ma position, je reprécise. Et puis, bon, le débat est lancé. Lorsque le débat est lancé, moi qui ai déjà parlé, il faut quand même permettre aussi aux gens de mon équipe, si on est 2, si on est 3, je laisse le soin à mes camarades ou à mes coéquipiers de maintenant
mener le débat. Mener le débat pour ne pas avoir le sentiment, bien l'impression que c'est moi seul que c'est moi. Non, le moi n'existe pas quand on est dans une équipe. Le moi n'existe pas. Vous laissez la parole à vos coéquipiers qui vont qui vont mener le débat. Et lorsque, justement, comme c'est des tours de table qu'on fait souvent, quand c'est sur un plateau de télévision, bien dans un studio, bien dans un amphi où c'est des exposés, bien des présentations, des colloques, comme il y en a eu plusieurs et comme il y en aura plusieurs ici, je permets, lorsque les uns et les autres présentent, évidemment, on va encore me donner la parole. Bien sûr, il voit qu'il y a une question précise sur laquelle j'ai plus d'expertise, toujours pour défendre notre position. Là, j'interviens pour essayer donc d'avancer. Mais toujours est-il que notre position, qui est notre thèse, devrait rester constante. Et nous allons la rappeler tout au long du débat, pour ne pas donner l'impression que nous éloignons de la question qui nous rassemble. Parce que les autres peuvent avoir tendance à éparpiller dans leurs argumentations. Mais nous ramenons toujours le débat à la question qui nous rassemble et à la position que nous prenons. Et en répétant plusieurs fois, même les politiciens vont vous dire, mais même pas politiciens, les politologues, une fausseté répétée 1000 fois devient une vérité. Même si notre position n'est pas partagée par tout le monde, en la répétant à longueur du débat, celui qui s'en va dire, mais attention, c'est vrai, mais ceux qui disent quelque part, ça a du sens, parce que nous l'avons répété, nous l'avons martelé, pour ne pas laisser le soin aux autres d'utiliser les arguments qu'eux ils ont pour démonter notre position à nous. Quelle est la stratégie de réfutation de la proposition de l'opposition? Pour réfuter la proposition de l'opposition, nous devons d'abord pouvoir identifier les arguments erronés de l'opposition, de ceux qui nous attaquent. Et donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque les autres ont la parole, nous prenons soin, tout en écoutant, de prendre des notes. On ne peut pas dire, oui, j'ai tout enregistré, et puis, bon, je peux... Non. Pour ne pas donner l'impression d'être léger, puisqu'il faut les attaquer, entre guillemets, dans le fondement même de leur position, je prends note. Chacun d'entre nous, nous prenons note des arguments. La position c'est quoi? Les arguments principaux qu'ils avancent, c'est ça. Puisque c'est sur les arguments qu'on va débattre, alors je prends note des arguments que les autres vont présenter. Alors donc j'identifie clairement les arguments erronés de l'opposition, que je juge erronés par rapport à ma thèse, par rapport à mes arguments théoriques ou à nos arguments théoriques. Et puis, expliquer, évidemment, un peu pourquoi les arguments sont erronés. Donc, c'est sur ces arguments que je vais attaquer. Donc, je vais expliquer pourquoi les arguments sont erronés. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je laisse la position des uns et des autres, mais les arguments qu'ils évoquent, je les détruis, entre guillemets, pour montrer que la position qu'ils ont prise est une position erronée, une position fausse. Mais je ne vais pas dire que votre position est fausse, il y a des écarts de langage que je dois respecter. Il faut résumer l'argument de votre interlocuteur. Pas en disant qu'il a tort, bien que c'est faux, mais en reprenant tout ce qu'il a dit. Ça permet d'abord de savoir, ça permet à l'auditeur de savoir que vous l'avez écouté et que vous savez ce qu'il est en train de défendre comme idée. Et donc, en reprenant sa position, là, vous pouvez dire, mais on peut regarder aussi. C'est pourquoi on parle de modalisation dans le cas de la réfutation de l'argument de l'opposant, de l'opposition, de celui qui veut vous contre-attaquer. La modalisation, c'est les verbes entre guillemets modaux. Il se peut que, il aurait fallu que, ce sont des expressions comme ça qu'on utilise le plus souvent. Oui, il y a ci, il y a ci, il y a ci, il y a ça. C'est vrai, c'est cela. Cependant, mais que le débat c'est un art, c'est un jeu. Ne vous attaquez pas personnellement à l'autre. Ça ne passe pas, évidemment, ça peut passer en Côte d'Ivoire. Mais ailleurs ça ne passera pas. C'est-à-dire, je laisse de côté les arguments et puis je m'attaque à la personne
à la personnalité de celui qui est devant moi. Ah oui, ben lui, c'est un voleur. Ben, on sait que vous avez fait ci, vous avez fait ça. Vous avez braqué la BCA, vous avez braqué ceci, vous avez détruit, vous avez été à la tête de la société telle que vous l'avez fait. Ça fait pas. Ça, c'est politique, ça. Ça, c'est les débats politiciens. Mais pour un débat, pour convaincre, on n'a pas besoin de révéler les côtés sombres. Parce que chacun a ses côtés sombres. Hein. Même si on n'est pas voleur, corrompu, d'accord, mais chacun a sa petite cour. Pardon? Oui, sa chambre noire. C'est ça, chacun a sa chambre noire. Donc, ce n'est pas le lieu de révéler qu'est-ce qu'il raconte. Il est de quel pays, il est de quelle région. C'est parce qu'il est baoulé qui raconte ça. Ben, les baoulés font comme ça. Non, non. Ou bien c'est parce qu'il est les bêtés de Gagnois ou bien les bêtés de tel endroit. Non, ça ne marche pas dans un débat. Par respect. Parce que c'est fondamental. Hein. La société nord-américaine, canadienne que je connais, beaucoup mieux que la société américaine, même là, puisque l'individu a des droits qu'il faut respecter, n'est-ce pas? Tout ce que je vais dire, c'est par rapport au respect de la personne humaine. Il faut vous rappeler que 25% de la réussite ou de la faillite d'un débat dépend de la chance, bonne ou mauvaise. Puisque on ne s'adresse pas à des objets, c'est à des êtres humains, n'est-ce pas, qui ont un effet, qui ont un côté subjectif, n'est-ce pas? Et donc, vous avez d'abord, d'entrée du jeu, 25% pour capter l'attention, pour gagner des chances, pour gagner votre débat. Il faut garder un peu le sens de l'humour. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, là encore, je suis dans la société un peu nord-américaine. C'est-à-dire, lorsque vous avancez vos idées, essayez un peu de la rendre un peu soft. Des souris, oui, des choses pour amuser les gens, qui rencontrent le côté subjectif que les gens partagent, le fond subjectif que vous partagez avec les gens, ça agrémente. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais je pense que un peu d'humour, ça rend un peu la pilule plus facile à avaler. On dit souvent, hein, la comédie corrige les meilleurs en rien. Donc ça permet aussi de faire passer votre idée si on n'en amuse pas. Il faut partager vos ressources, comme je dis, avec si vous êtes dans une équipe, vous partagez les sources pour que tout le monde soit sur une même longueur d'onde. Il faut être honnête, évidemment. Évidemment. Je ne sais pas comment ça se passe ici, je porte toujours des gants pour le dire. Être honnête dans les citations. Je vais prendre un bout ici et puis un bout là. Et aussi situer le contexte dans lequel la personne a avancé. Il y a des citations qui nous viennent à l'esprit, n'est-ce pas? Quand nous parlons, quand nous débattons. Oui, nous les servons, puisque ça rentre dans notre stratégie de persuasion. Mais il faut que le contexte s'y plaît. Si le contexte ne s'y plaît pas, c'est comme si on est malhonnête. Parce que l'argument, la citation pouvait être utilisée par celui qui l'avait avancé pour un cas particulier qui n'est pas forcément le cas que je viens de défendre. Il faut être honnête dans les citations et dans l'usage des sources. C'est-à-dire quoi? Quand je dis, ah mais telle personne avait dit ici dans telle chose, il faut que je sois en mesure, moi qui vous écoute, je rentre, je vais à la bibliothèque, j'introduis ce que vous avez dit, il faut que je trouve vraiment le document. Pas parce que j'ai envie de convaincre, alors je vais m'inventer des sources qui n'existent pas. Non, c'est pour ça que je dis, il faut être honnête. Parce que moi, je n'aimerais pas rentrer, chercher en vain des sources que vous m'avez données, n'est-ce pas? Et donc, je ne peux pas accepter vous donner des sources qui n'existent pas. Bon, donc il faut être honnête dans les débats. Donc, je fais tout toujours pour rester sobre. Puisqu'on n'est pas sur un ring hein, où on va montrer les muscles. Non, c'est pas ça. L'objectif, c'est pas ça. C'est pas de paraître. L'objectif, c'est pas de paraître. C'est d'abord de partager une idée, de diffuser une idée et de recevoir l'adhésion, l'approbation de la part des gens. Hein. Parce qu'en tant qu'activiste, ce n'est pas de se montrer
au-dessus des autres, n'est-ce pas? Non. C'est d'avoir l'impression que vos préoccupations sont les miennes et mes préoccupations sont les vôtres. Voilà. Lorsque l'autre se retrouve dans ce que je dis, c'est plus facile pour moi de le convaincre. Mais si je montre que bon, je suis plus cultivé que lui, ah ben, l'objectif ne serait peut-être pas atteint. Donc j'essaie de modeler un peu. Alors, donc soyons honnêtes dans nos citations et dans l'usage de nos sources. Au début donc du débat, il faut que vous vous présentiez. C'est vrai que le présentateur va vous présenter. Souvent, je vois ici qu'on présente trop bien les gens. Présentez-vous de façon la plus soft possible. Soyez courtois en tout temps. Il faut être courtois lorsqu'on fait un débat, de ne pas être désagréable. Il faut attaquer les arguments des gens et non la personne des gens, des orateurs. N'employez jamais ce qu'on appelle en langage militaire l'insolence stupide. Je m'explique. C'est-à-dire les ricanements. Les autres parlent et puis vous ricanez. Ou bien des rires sarcastiques. Non. Ou bien des clins d'œil, des mines exagérées, d'incrédulité, de stupéfaction, des rires, des sourires condescendants. Non. Il ne faut pas rabaisser l'adversaire, n'est-ce pas? Respect des droits de l'homme exige, oblige. Il ne faut pas rabaisser l'adversaire, ce n'est pas un ring où on veut monter le plus fort, le plus agressif. Il faut toujours tenir compte de l'objectif à atteindre. Si l'objectif à atteindre est de convaincre, persuader, faire adhérer à ma position, je pense que les faits même parlent plus que les mots. C'est-à-dire lorsque j'avance les chiffres, qui sont des chiffres d'autorité, Banque mondiale, FMI, pour montrer qu'il y a eu un impact sur l'économie de la Côte d'Ivoire par rapport à la crise, mais je suis en train de montrer justement que l'argument de l'autre est plutôt politique que scientifique. C'est ça. Et donc, de façon subtile, je le ridiculise sans que le commun des mortels ne dise bien, ah mais il a été condescendant envers lui. Parce que si tu es professeur et tu viens me dire ça, ok, et tu n'avances pas des chiffres, et que moi j'avance des chiffres qui sont des chiffres d'autorité, ben ça me permet moi de montrer combien ton argumentation est légère. Évidemment, je dis bien le contexte, parce que dans le contexte canadien, désolé, même celui-là ne peut même pas venir dire des choses qui sont des faussetés. Non, il y a un minimum requis. Souvent, et là, je vais avancer, il faut m'excuser. Avant même qu'on ne vous invite sur le plateau, là, on sait qui il faut inviter. On ne viendra pas inviter des gens qui vont venir endormir les esprits. Non. On invite des personnes. Le terme savant, je n'aime pas l'employer, mais des personnes ressources, n'est-ce pas, qui sont capables d'argumenter, qui sont capables d'avancer des faits pour ne pas induire l'opinion en erreur. Il faut toujours tenir compte de l'objectif à atteindre. Si l'objectif à atteindre est de convaincre, persuader, faire adhérer à ma position, je pense que les faits même parlent plus que les mots. C'est-à-dire lorsque j'avance les chiffres, qui sont des chiffres d'autorité, Banque mondiale, FMI, pour montrer qu'il y a eu un impact sur l'économie de la Côte d'Ivoire par rapport à la crise, mais je suis en train de montrer justement que l'argument de l'autre est plutôt politique que scientifique. C'est ça. Et donc, de façon subtile, je le ridiculise sans que le commun des mortels ne dise bien, ah mais il a été condescendant envers lui. Parce que si tu es professeur et tu viens me dire ça, ok, et tu n'avances pas des chiffres, et que moi j'avance des chiffres qui sont des chiffres d'autorité, ben ça me permet moi de montrer combien ton argumentation est légère. Évidemment, je dis bien le contexte, parce que dans le contexte canadien, désolé, même celui-là ne peut même pas venir dire des choses qui sont des faussetés.
Non, il y a un minimum, hein, il y a un minimum requis. Souvent, et là, je vais avancer, il faut m'excuser. Avant même qu'on ne vous invite sur le plateau, là, on sait qui il faut inviter. On ne viendra pas inviter des gens qui vont venir endormir les esprits. Non. On invite des personnes. Le terme savant, je n'aime pas l'employer, mais des personnes ressources, n'est-ce pas, qui sont capables d'argumenter, qui sont capables d'avancer des faits pour ne pas induire l'opinion en erreur. Donc, évitez la colère dans un débat, ne vous emportez pas. Évitez la colère dans un débat. Évidemment, si ici, je dis bien, si ici, c'est se mettre en colère, c'est valorisant, alors faites-le. Mais si vous êtes sur une chaîne internationale et vous allez être vu par le monde entier et puis vous emportez comme un gamin, c'est sûr que votre position ne passera pas. Les gens ne vont même pas vous écouter. Donc, ne pas se mettre en colère quand on discute, quand on débat. Profitez toujours de l'occasion pour poursuivre votre discours sans vous laisser intimider. C'est-à-dire, lorsque la personne parle, je suis déjà séduit par l'argument de l'opposition. Ah ben là, à ce moment-là, ben, c'est la catastrophe. Hein? Non. Puisque moi, j'ai ma position à défendre. Je ne vais pas me laisser intimider. Donc, on prend des notes pour pouvoir attaquer. On évite de rabaisser l'adversaire, on évite de l'attaquer sur sa personne. Ouais. Les principes d'une bonne argumentation pour persuader, 3 principes de base, c'est-à-dire éveiller l'intérêt et susciter le désir. Deuxièmement, il faut être crédible dans ce que vous dites. Et pour être crédible dans ce que vous dites, avancez sur des faits plutôt que sur des opinions. Et puis il faut être convaincant. Évidemment, il y a l'élocution, la force élocutoire que chacun a donc la rhétorique. J'ai parlé des références culturelles communes, c'est-à-dire l'environnement, le contexte dans lequel vous vous situez. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Bénin, vous êtes au Sénégal, évidemment, vous allez adapter votre discours. Mais adapter le discours ne veut pas dire diluer la substance du discours, c'est-à-dire de votre position. C'est pourquoi il est recommandé d'être ferme sur sa position. Ferme ne veut pas dire se laisser gagner par la colère, crier ce qu'on est en train de dire. Non. C'est-à-dire, quel que soit l'argument que votre vis-à-vis présente, il faut toujours chercher à le contre-attaquer, à montrer les faiblesses de son argumentation en vous appuyant sur des théories et sur des faits, des exemples. C'est beaucoup plus facile de le convaincre. Donc, j'avais parlé de la modalisation. Il y a des verbes modaux qu'il faut utiliser pour assouplir le débat, sans donner l'impression que, bon, ok, c'est nous qui menons le débat. Mais si ici, donner l'impression comme quoi on mène le bal, c'est ça qui est valorisé ici, bon, faites-le. Mais si vous êtes invité à une communication au Canada ou aux États-Unis, vous faites ça, vous allez paraître ridicule. Mais si c'est ça ici, bon, ok, vous le faites. Parce qu'on ne vous forme pas seulement, j'ai l'impression, hein, on ne vous force pas seulement à animer des débats et des activistes ici, mais aussi à pouvoir, au niveau international, justement, montrer que oui, on peut être ici en Côte d'Ivoire et taper très dur parce qu'on connaît, on s'y connaît. On ne veut pas se faire impressionner par les autres. Donc quand on sort d'ici, puis on va mener un débat au niveau africain, mais au niveau international, ben, le complexe n'existera pas parce qu'on sait de quoi on parle. Parce que la science, quelque part, elle est incolore, n'est-ce pas, à travers les continents. Et donc, il faut être solide.